Ils sont bien là, nous les avons entendus, merci messieurs. Malheureusement, on me fait vous dire que le temps est venu pour le magnifique son et lumière, pour la projection sur la façade du palais princier. On éteint les lampes. Une année s'est écoulée depuis que nous avons ouvert une première fois le livre de notre histoire. Les lunes se sont succédées, toujours lumineuses et toujours changeantes. Ce soir, ces pages vont à nouveau prendre vie pour te porter vers d'autres histoires. Tu te souviens de l'origine de la dynastie des Grimaldi? Toto Canella, premier de nos ancêtres et consul de Gênes, de sa descendance qui se fait appeler Grimaldi et devient un clan puissant au sein de la ville de Gênes. La cité italienne est alors le théâtre de querelles intestines entre familles dominantes, notamment entre les Grimaldi qui se réclament du parti guelfe soutien du pape de Rome et la famille gibeline des Doria, partisane de l'empereur germanique. De par cette opposition qui voit les vaincus bannis par les vainqueurs, la famille Grimaldi est contrainte de quitter Gênes. François Grimaldi, surnommé Malizia, cherche un refuge et par ruse se rend maître de la forteresse de Monaco, frontière occidentale du territoire génois. Les Gibelins récupèrent la place forte après quelques années. 30 ans après cet abandon, une réconciliation passagère entre Guelfes et Gibelins permet aux Grimaldi de reprendre possession de Monaco. Charles Grimaldi agrandit son domaine en faisant l'acquisition de Menton et de Roquebrune. Cette seigneurie est achetée pour 6 000 florins à la puissante famille des Lascaris, comte de Vintimille. Son château est un verrou à l'est de Monaco. En 1506, une insurrection populaire contre la noblesse dirigeante génoise amène la mère patrie des Grimaldi à rétablir son ancienne domination sur leurs possessions. Gênes dépêche alors une armée de 4000 hommes équipée d'une importante artillerie qui se rassemble à Vintimille. Lucien Grimaldi, lui, envoie 200 arbalétriers à Roquebrune. Malgré ces renforts, Roquebrune est prise et incendiée. Après un siège de 4 mois, les assauts génois se brisent finalement devant Monaco. Au XVIIIe siècle, le Cap Martin est pour les princes un domaine de chasse et un terrain de promenade proche de leur palais de Carnolès. Les premiers touristes, pris d'un désir de rivage, ne s'y trompent pas. Lord Camelford, cousin du Premier ministre britannique Pitt et hivernant en 1788-1789, fait ériger une colonne corinthienne pour célébrer l'hospitalité du prince Honoré III et la beauté des lieux. Rivage des myrtes ornés, bois solitaires et sombres, coteaux que dore le soleil, jardin de la fable, séjour aimable, adieu. Le Cap Martin est presque une promenade des Anglais à la fin du siècle des Lumières. Ce prince, Honoré III, accorde une importance particulière à la mine de charbon de la Rossignol sur les pentes du mont Gros. Roquebrune devient une sorte d'Eldorado, l'Eldorado noir de la principauté. Le minerai providentiel passe pour une chance presque extraordinaire d'échapper aux aléas climatiques qui menacent périodiquement les récoltes, et donc la subsistance de la population. Le petit-fils d'Honoré III, Honoré V, nourrit les mêmes espoirs en 1822. Malheureusement, les conditions d'extraction sont trop difficiles. Le filon est trop peu riche. Certains diront que Roquebrune a échappé belle, menacée d'être transformée en ville industrielle avec ses terrils et ses corons.
Les luttes sanglantes entre les factions guelfes et gibelines ont de durables prolongements bien après la fin du Moyen-Âge. C'est en Ligurie, à Dolceacqua, que se nouent une nouvelle fois les incroyables destins de deux familles ennemies éternellement rivales, les Grimaldi et les Doria. En 1491 se produit un événement des plus étonnants. Luc Doria, du parti des Gibelins, épouse la guelfe Françoise Grimaldi, membre de la famille souveraine de Monaco. Cette union est un extraordinaire rapprochement entre les deux clans rivaux et paraît devoir interrompre une longue période d'affrontement. Françoise Grimaldi reste bien sûr attachée à sa racine monégasque et garde une dévotion toute particulière à Sainte Dévote. Dans son testament, elle lègue une somme importante pour commander au fameux peintre niçois Louis Bréa un somptueux retable destiné à l'église de Dolceacqua, représentant la jeune martyre chrétienne dont le corps a été enseveli au pied du rocher. C'est elle, Dévote. En l'an 304, cette jeune fille chrétienne vit en Corse, alors sous domination romaine. Le gouverneur Barbarus est chargé de réprimer le christianisme. Face à lui, Dévote refuse de renier sa foi. Alors, Barbarus, furieux, ordonne qu'on lui meurtrisse la bouche à coups de pierre, qu'on la traîne sur le sol, qu'on la suspende à un chevalet et que son corps soit brûlé. À la faveur de la nuit, les chrétiens enlèvent sa dépouille et la placent sur une barque en partance pour l'Afrique. Aux premières heures de la traversée, une terrible tempête se lève. C'est alors que de la bouche de Dévote s'envole une colombe qui les guide sans encombre jusqu'à l'entrée du vallon des Gomates à Monaco, où un oratoire, puis une chapelle, seront construits sur son tombeau. Tout portait à croire que l'alliance de Luc Doria et de Françoise Grimaldi atténuerait les luttes sanglantes entre les deux familles. L'image de Sainte Dévote dans l'église de Dolceacqua aurait été l'éclatant symbole de cette réconciliation. Mais le tragique l'emporte parfois sur les espoirs de paix. Voici les protagonistes d'un des épisodes les plus tourmentés de notre histoire. Lui, c'est Barthélemy Doria, le fils de Françoise et Luc Doria. Celui que tu vois là est l'amiral André Doria, le cousin de Barthélemy. Et enfin, voici le seigneur de Monaco, Lucien Grimaldi, frère de Françoise. Lucien va être au centre d'un complot infernal, dicté et orchestré par André Doria. Après la mort de Françoise, son fils aîné, Barthélemy, se plaint de son oncle Lucien, qui tarde à lui remettre la part d'héritage qui lui revient. Aveuglé par l'avarice et la haine, manipulé par son cousin André Doria, Barthélemy résout de tuer son oncle. Profitant que Lucien écrit sur un banc dans sa chambre, Barthélemy l'attrape par les cheveux et lui enfonce une dague dans la gorge. Avec deux complices, il crible son corps de 44 coups de poignard, dont 32 mortels. Allumant ensuite un feu avec la paille du lit de la chambre, ils donnent le signal de leur forfait accompli et essaient de se rendre maître du château. Mais le plan échoue et Barthélemy s'enfuit pourchassé par un autre de ses oncles, l'évêque Augustin Grimaldi. 700 hommes d'armes réunis par lui prennent le château de Dolceacqua et le reste des seigneuries de Barthélemy. Les consuls de Dolceacqua, Apricale, Isolabonne et Perinaldo viennent à Monaco jurer obéissance à Augustin Grimaldi. Venu lui-même faire amende honorable et remettre ses biens à son oncle, Barthélemy est capturé et jugé. Il accuse Lucien, de complexion naturellement colérique, de l'avoir insulté, d'avoir voulu attenter à ses jours en le frappant avec le même poignard dont il s'est servi pour se défendre. Sous la pression du pape qui appelle à la clémence, il est libéré. Pas pour longtemps. En attaquant le château de Pénin, peu de temps après, il aurait trouvé accidentellement la mort en tombant des murs de la forteresse. Dolceacqua se met finalement sous la protection de la dynastie de Savoie, qui érige le territoire en marquisat en 1652.
Tu le comprends maintenant. L'histoire italienne, l'histoire française et l'histoire monégasque se croisent en des circonstances complexes, une infinité de fois. Les rois de France, au temps de la Renaissance, rêvent d'aller en Italie prendre des territoires. Et il se trouve qu'en venant de France, Monaco est une des principales clés pour entrer en Italie. Voilà pourquoi le roi Louis XII décide de reconnaître la souveraineté de Monaco. L'indépendance de Monaco. C'est un moment crucial, un moment qui fait basculer définitivement le cours de notre histoire. Les Grimaldi rejoignent le cercle des princes européens. Mais comme c'est l'Espagne qui devient la puissance la plus forte en Europe, Augustin Grimaldi décide 12 ans plus tard de se placer sous protection espagnole. Et presque un siècle encore plus tard, Honoré Grimaldi devient le premier seigneur à prendre le titre de prince de Monaco. Prince de Monaco. Voilà une autre étape fondamentale. Mais comme tu vas le voir, tout n'est pas encore gagné pour que Monaco assure sa pérennité sur la scène internationale. Au début du XVIIe siècle, la France surpasse l'Espagne et redevient la puissance majeure en Europe. La petite souveraineté monégasque a tout intérêt à être sous la protection du plus fort pour sauvegarder son indépendance et se tourne à nouveau vers la France. Le roi Louis XIII accorde alors aux Grimaldi un traité très favorable pour la principauté, signé à Péronne en 1641. Il leur offre ensuite plusieurs fiefs, dont le plus important est le duché de Valentinois. Ce territoire, situé le long du Rhône autour de la ville de Valence, est d'abord érigé en duché en faveur de César Borgia. 50 ans plus tard, le roi Henri II en fait don à sa maîtresse, Diane de Poitiers, qui devient ainsi duchesse de Valentinois. Non seulement ce duché est source de revenus très importants, mais grâce à lui, le prince de Monaco, Honoré II, hérite de la haute dignité de pair de France, lui qui est nouveau dans le rang de prince et l'Alliance française. En siégeant au Parlement de Paris, il accède d'emblée à la plus haute noblesse du royaume. Pour entretenir sa familiarité avec la famille royale, Honoré II décide en 1646 de se rendre une nouvelle fois à la cour, saluer leur majesté. Grâce à son fidèle secrétaire, Charles de Vénasque-Ferriol, qui a consigné par écrit tous les détails de ce périple, partons ensemble dans ce grand voyage jusqu'à Paris, qui offre au prince l'occasion d'un pèlerinage dans son duché de Valentinois. Les galères sont prêtes. Nous embarquons en mer le 23 octobre. À partir du 26, nous sillonnons les routes. Nous arrivons enfin à Pierre-Latte, une des premières villes du Dauphiné. Le sénéchal, les officiers de justice et les consuls de Montélimar arrivent pour rendre leur premier devoir de déférence envers le prince. Nous gagnons ensuite Montélimar, où la foule vient au-devant de nous. La journée est mémorable par les honneurs pompeux qui nous accompagnent jusqu'au soir. Les jours suivants sont employés à recevoir les compliments des représentants des localités du Valentinois. Puis, Cré, Grane, Sauzet, Savas et autres rassemblés à Montélimar pour faire révérence au prince. Nous partons ensuite pour Valence, où juges, officiers, consuls et un grand nombre d'habitants de Romans viennent rendre leur devoir à leur seigneur avec zèle et affection. Durant tout le séjour, son Altesse et sa cour sont traités avec magnificence. Emplis de tant de témoignages de fidélité à l'autorité et à la grandeur de la maison des Grimaldi, nous repartons le 9 novembre. Nous entrons enfin dans Paris le 25 novembre. Ce séjour marque une nouvelle étape dans l'ascension des princes de Monaco à la cour de France. Les nouveaux cousins du roi, puisqu'une parenté fabuleuse liant Grimaldi et Bourbon est inventée, sont même reconnus comme princes étrangers. Grâce aux étroites relations avec les rois Louis XIII et Louis XIV,
la principauté bénéficie désormais d'une visibilité internationale. Et les jeunes princes profitent de beaux mariages avec des jeunes filles de la meilleure aristocratie française. Une de ces alliances va tisser au fil des siècles une grande histoire entre deux familles, les Grimaldi et les Matignon. Mais cette union aurait pu ne jamais voir le jour sans une suite de circonstances des plus fascinantes. Au début du XVIIIe siècle, les Grimaldi font face à un des plus grands périls qu'ils aient eu à connaître jusque-là, la disparition de leur lignée. En effet, la descendance d'Antoine Ier n'est composée que de filles. Mais heureusement, grâce aux dispositions testamentaires de son aïeul Jean Ier, qui stipule que les femmes ont le droit de régner, à condition que leur futur époux prenne le nom et les armes des Grimaldi, la fille aînée d'Antoine Ier, Louise Hippolyte, peut hériter du trône. Mais trouver un gentilhomme de grande maison qui accepte de renoncer à son nom et à ses armes n'est pas chose facile. Avec le soutien de Louis XIV, c'est la candidature de Jacques de Coyon de Matignon qui est finalement retenue. Cette alliance réunit parfaitement les intérêts de chacun. Louis XIV consolide ainsi l'influence de la France à Monaco. Et l'époux qui abandonne son nom par le mariage devient duc et pair de France. Titres et dignités sur lesquels lorgnait depuis longtemps sa famille. Quant aux Grimaldi, non seulement leur continuité est assurée, mais le gendre, issu d'une très ancienne famille bretonne et normande, apporte argent et seigneuries françaises, dont celle de Matignon, où se trouve le célèbre Fort Lalatte, et bientôt un hôtel particulier à Paris, qui n'est autre que l'hôtel de Matignon, aujourd'hui résidence du Premier ministre. À la mort de Louise Hippolyte, trop éphémère princesse souveraine, son mari devient Jacques Ier de Monaco. Mais face à des résistances de reconnaissance, car il n'est qu'une pièce rapportée au sein des Grimaldi, ils décident d'abdiquer en faveur de leur fils Honoré III, âgé alors de 13 ans. Jacques redevient duc de Valentinois, et en grand amateur d'art, il réunit à l'hôtel de Matignon des collections de peintures de Rembrandt, Bruegel, Caravage, Corrège et Poussin. Aujourd'hui, le prince de Monaco porte toujours le titre de sire de Matignon. Grâce à l'union avec les Matignon, la lignée des Grimaldi est sauvée. Mais il ne tarde pas à connaître l'adversité à cause d'un événement qui bouleverse le cours de l'histoire. La Révolution française. La nuit du 4 août abolit les droits seigneuriaux. Tous les fiefs français des princes de Monaco sont perdus. Monaco, rebaptisé Fort d'Hercule, est rattaché à la République française. Après la chute de Napoléon, la principauté revient aux Grimaldi. En 1848, une nouvelle révolution touche l'Europe et Monaco. Les villes de Menton et de Roquebrune font sécession et laissent la principauté à la dimension du territoire d'origine. C'est presque un retour au berceau, celui du rocher primitif, la forteresse conquise par Malizia. Monégasques restent hautement fidèles à leur prince et à sa famille. L'hymne national monégasque, composé à l'époque de la perte de Menton et de Roquebrune, est pour toujours le symbole de cette éternelle loyauté.
c'est bon? On termine tous les postes. Voilà. Non, non, un instant, c'est pas fini. Attends, c'est pas fini. Ouais, moi elle marche. Vas-y, tu peux allumer la façade, David.